Les soldats s'étaient vus contraints de se délester de leurs armures pour pouvoir surnager dans l'eau qui ne cessait de monter, approchant dangereusement leur visage du plafond. Toutes les personnes piégées, y compris Beryl, Bistre et Magenta, s'évertuent à trouver une solution pour échapper à ce piège, mais fort était de constater que rien ne marchait. Les portes étaient scellées hermétiquement et à présent inaccessibles sous l'eau. Est-ce que quelqu'un a un monstre aquatique ? Personne ne répondit à la demande paniquée de Beryl. La plupart des infortunés qui partageaient sa situation étaient dotés de monstres peu adaptés à l'eau étant donné le climat aride de Shyster. À l'instar de Mèche, rappelé par Magenta, et de Sir Knight, qui faisait de son mieux pour maintenir la tête hors de l'eau, n'ayant pas la chance de pouvoir se réfugier dans une balle comme son homologue. La luminosité était de fait réduite à son minimum, rendant tout mouvement difficile dans l'eau. Une chose était pourtant claire malgré l'obscurité. « Le plafond se rapproche, on va finir noyé !» Comme en réponse à l'affirmation de Magenta, il y eut un bruit de cliquetis, et soudainement le grondement sourd de l'eau se déversant dans la pièce stoppa, les laissant à quelques centimètres du plafond. Que se passe-t-il ? Pourquoi le mécanisme s'est stoppé ? Il y eut un silence pesant, tandis que chacun observait autour de lui en cherchant à comprendre les raisons de ce changement de situation. Il y eut à nouveau des clics métalliques sourds, atténués par les masses d'eau, indiquant que de nouveaux mécanismes étaient à l'œuvre. Soudain, Magenta sentit quelque chose frôler sa jambe et il s'exclama « Il y a quelque chose dans l'eau !» Il ne fallut pas longtemps pour saisir toute la véracité de cette constatation, quand l'un des soldats de Motorbike fut happé sous l'eau après avoir hurlé un court instant. Puis un autre fut fauché à son tour et l'officier s'écria « Un monstre nous attaque, restez groupés !» La solution sembla futile et elle avait été donnée en désespoir de cause. Dans ces conditions défavorables, il n'y avait aucune chance pour que des humains puissent lutter contre un monstre dans son milieu naturel. Bistre annonça alors « On doit vider la pièce, Sayorn pourrait le faire mais il ne peut pas nager !» Rals peut utiliser sa télékinésie pour lui offrir une bulle d'air, mais elle ne peut pas se concentrer dans ces conditions et je ne sais pas combien de temps elle pourra la tenir. Beryl attrapa la main de son monstre qui surnageait à ses côtés et laissa ce dernier scruter son esprit pour savoir ce qu'on attendait de lui. À cet instant, Bistre invoqua Sayorn en criant tandis que le faisceau rouge se matérialisait. « Sayorn, perce le sol !» La seconde d'après, le monstre de pierre coula au fond de l'eau, ouvrant des yeux écarquillés de surprise et plaçant ses larges pattes autour de sa gorge tandis qu'il avalait de l'eau. Sa détresse ne dura qu'un instant, et soudain une bulle d'air se forma autour de sa mâchoire, lui offrant un répit dans l'obscurité. Son corps minéral souffrait fortement de la présence de l'eau tout autour de lui, par trop conçu pour les milieux arides et secs où il était né. Mais le fait de pouvoir respirer à nouveau lui offrait la capacité de se calmer et de se concentrer sur son environnement direct. Sa vue était plus sensible au mouvement que celle d'un humain, bien que moins contrastée, ce qui lui offrait un avantage sur eux dans ces ténèbres. Il se souvint de l'ordre de cet humain, il avait été dressé pour comprendre les sons émis par ces petites créatures. Elle l'avait fait souffrir pendant longtemps pour graver l'obéissance parmi ses instincts primaires. Mais celui-là le traitait bien. Il n'avait passé que peu de temps avec lui, mais ce temps avait été différent de celui passé dans cette grotte obscure où on l'avait torturé. De fait, il n'obéissait plus seulement par instinct, mais de sa propre volonté. Il jaugea les alentours quand il sentit soudain une présence le menacer. Ses réflexes ne lui furent d'aucun secours, l'eau autour de lui l'empêchant de se mouvoir à sa convenance. La chose se débarrassa de sa précédente proie en claquant des mâchoires, coupant en deux le corps de l'officier de Motorbike qui, fort heureusement pour lui, avait perdu la vie instantanément lors de la première morsure du monstre. La créature, au profil fuselé comme une torpille, fendit le nuage de sang en nageant vers Sayorn, la gueule grande ouverte. Tout en elle, et pas seulement ses crocs, semblait acérés, son rostre, son regard, et même l'aileron sur son dos et ses nageoires pectorales. Sayorn se mut comme au ralenti comparé à la créature rapide et agile qui le chargeait. Il opposa son avant-bras et le squale s'en saisit dans un claquement de ses mâchoires dont les dents percèrent même l'épaisse couche minérale de son armure. Le monstre de pierre hurla silencieusement de douleur dans le mutisme aquatique et il nota ce faisant la raréfaction de l'oxygène dans la bulle d'air qui lui couvrait le visage. Il voulut frapper son assaillant de sa main libre, mais le monstre aquatique le relâcha instantanément, évitant la contre-attaque pour se réfugier dans l'obscurité. Le coup de patte ne fit que provoquer un mouvement d'eau, puis la chose réapparut derrière Sayorn pour le mordre au flanc. Encore une fois, l'attaquant squalin s'esquiva avant même que sa proie ne fasse volte-face. Sayorn plissa les yeux, pantelant, tandis que sa vue se floutait et que le manque d'oxygène imposait son tribut sur son organisme. Il se tourna dans la direction ressentie de son adversaire et montra les crocs, tandis que la corne en forme de vrille sur son front se mit soudainement en rotation dans un tourbillon d'eau et de bulles. Galen continuait de travailler sur ses consoles et ses machineries, jetant des regards aux données qui continuaient de défiler sur les liasses d'impression qui s'accumulaient au sol.
Auréline, pour sa part, restait immobile à fixer l'ancien conseiller, avec une rancune exacerbée par son humiliant échec de tantôt. Bien, tout se passe comme prévu. La surcharge du météore suit son cours et Saméador doit certainement en avoir fini avec nos invités. Qu'est-ce que tu manigances, Galen? C'est quoi cette histoire de météore? Auréline, ma chère Auréline, que te voilà devenue bien curieuse. Mais je peux te répondre, puisque tu vas mourir bientôt, ainsi que tous ceux qui ont commis l'erreur d'attaquer ma ville. La conseillère de Motorbike fronça les sourcils, ne semblant pas intimidée par la menace invoquée par Galen, et elle cracha. Tu sous-estimes la force de mes hommes, et dans tous les cas, Paladon et la Fédération ne laisseront jamais Shyster faire sécession. Tu seras stoppé, quoi que tu fasses, ce n'est qu'une question de temps. Que tu crois, Galar ne respecte que la force, eh bien soit, je vais lui montrer la vraie nature de ce mot. C'est regrettable de devoir sacrifier cette source d'énergie, mais avec mon talent, je suis sûr que je serai capable de le sceller à nouveau une fois que tu seras terminé. De quoi est-ce que tu parles? J'appelle cette chose Mugen, Dina. C'est ce qui m'a fourni l'énergie nécessaire au raffinage de masse de l'Enerquartz en si peu de temps. Car vois-tu, même en ayant compris cette technologie, nos outils archaïques étaient loin de pouvoir alimenter ces machineries complexes. Fort heureusement, ces runes m'ont offert non seulement la méthode, mais aussi le moyen de l'appliquer. Tu parles d'un monstre. Toujours aussi vivace. Effectivement, cette créature semble être scellée depuis des siècles dans un immense météore que mes hommes ont découvert lors de l'étude de ces ruines il y a 15 ans. Je suis parvenu à le maintenir secret toutes ces années, et la disparition de mon frère m'a grandement aidé en ce sens. Un météore? Tu sous-entends que ce monstre viendrait de l'espace? A priori, la composition de la roche dans laquelle il est enfermé ne correspond en rien à la composition des roches connues. C'est pour cela que je parle de météore. Mais en vérité, peu m'importe, ce qui est fascinant, c'est l'énergie massive qui suinte de cette pierre grâce à son prisonnier, prouvant à la fois qu'il est toujours en vie malgré les siècles et dans le même temps son immense pouvoir. Même la rosée d'âme d'Orvi n'est qu'une broutille comparée à cela. Un monstre endormi dans un caillou depuis des siècles, c'est ridicule, cette histoire ressemble à une fable. Tu ne crois pas si bien dire. Mes recherches sur cette chose m'ont permis de noter plusieurs corrélations avec la légende de l'épée et du bouclier. J'imagine que je dois remercier Orvin et sa passion pour les récits antiques. La nuit noire, ce n'est qu'un conte pour enfants. Galen voulut rétorquer à l'affirmation d'Auréline, mais les murs se mirent soudain à trembler et les soubresauts dans la structure stoppèrent l'homme dans son discours. Il se jeta sur la paperasse entassée au sol, remontant les informations et analysant les données, quand une nouvelle secousse manqua de lui faire perdre l'équilibre. Il se retourna pour voir la paroi de son laboratoire se fracturer et des gerbes d'eau s'échapper des failles nouvellement créées, écarquillant les yeux de stupeur. Galen se protégea le visage par réflexe quand le mur explosa, déversant des litres d'eau qui engloutirent ses machineries et ses données, laissant apparaître la silhouette voûtée pantelante d'un monstre de pierre serti d'une large corne rotative et au dos frappé par la masse aqueuse féroce cascadant tout autour de lui. Quand la corne cessa de tourner et que l'eau acheva de s'écouler dans les interstices, le monstre fit un pas en avant, posant sa lourde patte sur le corps gesticulant de Saméador au sol. La créature squaline à présent sans défense et inoffensive en dehors de son milieu naturel.